Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. C'est un véritable plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de participer à ce colloque dans ce Japon que je découvre pour la première fois. Je souhaite bien sûr remercier les organisateurs ainsi que Paul pour son invitation. Et comme il l'a très bien dit, à plus d'un titre, c'est vraiment la Providence qui a rendu possible ma présence parmi vous aujourd'hui. Alors le thème de mon intervention, qui sera assez brève, est comment combattre la révolution mondialiste, car comme ça vient d'être dit, en effet, on est aujourd'hui dans une révolution qui est mondiale. Alors en pratique, quand on demande comment combattre la révolution mondialiste, en fait, c'est comment mener la contre-révolution, car ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en fait, trouve sa source dans un processus dont la Révolution française marque le commencement et notre époque actuelle l'aboutissement. Alors pour ne prendre qu'un seul exemple, je citerai Anarchasis Klotz, de son vrai nom le baron Jean-Baptiste Klotz, qui était connu sous le sobriquet d'orateur du genre humain, excusez du peu, qui dès 1793 proposait dans son livre La République universelle du genre humain une sorte de gouvernement mondial, lequel s'appuierait sur le découpage rationnel de la France et du monde en départements parfaitement géométriques. Donc on retrouve en quelques mots dans ce projet cette volonté de détruire la diversité des peuples, des cultures et des religions au nom d'un universalisme qui se prétend humaniste, alors qu'il est en réalité le plus redoutable ennemi de l'homme. Alors combattre le mondialisme suppose de comprendre que ce projet existe et qu'il ne date pas d'hier. Et sur ce point, il est regrettable que trop de résistants vivent encore dans le déni et refusent, pour reprendre les mots de Martin Guedes, par orgueil ou par mépris, de penser qu'aucun complot ne peut dépasser une échelle, une subtilité et une dépravation allant au-delà de leur propre imagination. Donc, dans le cadre de cette intervention, je partirai du principe que mon auditoire fait partie des gens éveillés et qu'il n'est pas nécessaire de le convaincre de la réalité du complot mondialiste, ainsi que du danger qu'il représente pour les peuples et les nations libres du monde. Alors, dans un grand livre qui s'appelle L'art de la guerre, le stratège chinois Sun Tzu écrit « Qui se connaît lui-même et connaît son ennemi, en 100 batailles ne sera jamais vaincu ». Donc, fidèle à ce principe, je voudrais dans cette première partie introduire quelques concepts fondamentaux qu'il est essentiel pour connaître son ennemi et combattre justement efficacement le projet mondialiste. Alors, le premier concept, c'est celui de guerre hors limite. Alors, c'est un terme qui apparaît pour la première fois en 1999 sous la plume de deux stratèges chinois dans le livre du même nom, donc la guerre hors limite. En réalité, ce concept, qui est une incarnation moderne de la longue et brillante tradition de la stratégie militaire chinoise qu'on retrouve synthétisée dans l'art de la guerre de Sun Tzu, mais aussi dans un traité qui s'appelle les 36 stratagèmes. Et donc la guerre hors limite se caractérise par plusieurs caractéristiques. Alors tout, je vais en citer les principales. Donc c'est d'être une guerre totale sur l'ensemble des terrains, c'est-à-dire la terre, la mer, l'air, aussi aujourd'hui l'espace et le cyberespace. C'est une guerre qui est menée par des moyens essentiellement non militaires, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'action militaire peut exister, mais elle est en fait même pas 10% du total de la guerre hors limite. Et donc c'est une guerre qui se déploie sur de nombreux fronts, comme l'économie, la culture, la démographie, la technologie, le droit, la santé et l'information. À bien des égards, la guerre hors limite est une guerre de l'information. Et surtout, et ça c'est un point qui est très important, c'est une guerre qui ne fait pas de distinction entre les civils et les militaires. Et ça c'est ce que je dis souvent aux gens qui ne sont pas intéressés par le mondialisme, c'est que le mondialisme vous a déclaré la guerre et que vous le vouliez ou non, vous êtes des belligérants dans ce conflit. Et notamment ça se voit par exemple avec les offensives qui sont menées aujourd'hui par exemple contre les enfants. On va s'attaquer aux enfants, on va s'attaquer à la famille, donc vous êtes personnellement concernés. Et donc ce qui est intéressant aussi pour finir avec ce concept, c'est que la guerre hors limite a pour objectif de manipuler la perception que l'ennemi a de lui-même et idéalement de le conduire à la défaite sans même qu'il ait conscience qu'une guerre lui a été déclarée. C'est-à-dire que vous êtes battu avant même de comprendre qu'on vous a attaqué. Et ça, c'est absolument redoutable. Et donc, à la lueur de cette très brève présentation, vous comprendrez donc que la révolution mondialiste est bien une guerre menée par ce qu'on peut qualifier d'une oligarchie transnationale contre les peuples historiques et la tradition via l'utilisation d'un ensemble de moyens directs et indirects.
Alors ceci étant posé, ce concept étant posé, on peut poursuivre la présentation des différents outils utilisés par les mondialistes pour mener cette guerre. Alors le premier principe, qui est vraiment un des plus puissants, c'est celui d'infiltration plutôt que d'invasion. Et en fait, le mondialisme a compris qu'il est beaucoup plus efficace, plus économique et plus habile de contrôler un système de l'intérieur sans manifester le contrôle qu'on exerce sur ce système, tout simplement en plaçant des hommes sélectionnés en amont à des postes clés. Et donc pour prendre un exemple concret de cette méthode, alors on le voit, la Révolution française dont il a été beaucoup question de ce colloque, c'est exactement l'exemple de cette méthode. Mais plus proche que de nous, il y a par exemple le rapport Pupinck du think tank qui s'appelle le CLJ, qui a produit un rapport absolument remarquable sur l'infiltration de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, donc en Europe, par George Soros. Et comment ? Tout simplement, George Soros a créé des ONG un peu partout en Europe, notamment dans les pays de l'Est, et il s'est assuré que ce soit permis dans les statuts de la Cour que des membres d'ONG puissent être élus magistrats, que ce ne soient pas forcément des magistrats professionnels. Donc par ce biais de ce mécanisme, il s'est assuré que des directeurs de ses propres ONG soient nommés comme magistrats à la Cour. Et de fait, il contrôle la jurisprudence sur l'ensemble de l'Union européenne. Il a fait très brièvement aussi la même chose aux États-Unis en finançant les campagnes des procureurs et des shérifs dans nombre d'États. On sait qu'il a dépensé 40 millions pour avoir des shérifs et des procureurs à sa botte qui ont notamment été très utilisés, mobilisés, activés, on va dire, quand il y a eu les émeutes Black Lives Matter en 2020, avec des shérifs qui restent l'arme au pied, qui n'interviennent pas, et des procureurs qui ne poursuivent pas. Donc ça, c'est des exemples concrets de l'infiltration plutôt que l'invasion. Ensuite, le second principe, c'est celui de l'ingénierie sociale. Alors, Lucien Cerise a défini ce terme comme la modification furtive des attitudes et des comportements. Et donc, par le biais de diverses techniques de manipulation comportementale, les mondialistes parviennent peu à peu à imposer leurs projets et à réduire les défenses mentales de la population. Et ça passe notamment par ce qu'ils appellent la technique des petits pas, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un changement progressif et indétectable pour la majorité de la population. Et donc ça a été très bien expliqué tout à l'heure avec notamment le rôle joué par la presse, joué par les médias, et comment on façonne l'opinion publique. On l'a vu aussi avec la crise sanitaire, avec la pandémie de Covid, qui nous aura habitués à conditionner l'accès à certains lieux ou équipements publics à la présentation d'un pass, ce qui pourra être décliné ensuite sur d'autres types de contraintes, donc qu'elles soient par exemple climatiques, énergétiques, etc. Dans un autre registre aussi, on voit par exemple qu'une entreprise comme Netflix, qui est lourdement endettée, absolument non rentable, eh bien, continue d'être financée. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'atteindre deux objectifs. C'est de maintenir la population fascinée par le système de toutes les séries télé et d'utiliser ces séries télévisées pour justement implanter les thèmes mondialistes dans les esprits, notamment tout ce qui est climat, LGBT, transgenre, etc. Le troisième outil qui est utilisé par le système mondialiste, par la révolution mondialiste, c'est celui de l'opposition contrôlée. Alors j'ai développé ce thème dans le troisième volume de mes essais. Je me contenterai de rappeler que le système mondialiste a compris que le maintien de son pouvoir passe par le contrôle de l'ensemble du spectre politique et social. C'est-à-dire que le mondialisme met toujours un point d'honneur à contrôler le pouvoir officiel, mais également l'opposition, toujours dans une logique, avoir la thèse et l'antithèse. Et donc, à titre d'exemple, très rapidement, par exemple, l'historien français Éric Branca a montré les liens très étroits qui unissaient l'État profond américain, le régime nazi et le gouvernement de Vichy, dans son livre « L'ami américain ». De même que l'historien Anthony Sutton a montré que ce sont notamment Wall Street et les principaux acteurs de l'État profond américain qui ont financé à la fois la révolution bolchevique et à la fois le régime nazi. Et enfin, pour finir, le quatrième outil, en plus des trois que je viens de citer, c'est la révolution de couleur. C'est un outil plutôt géopolitique. Alors, qu'est-ce qu'une révolution de couleur ? C'est un coup d'État mené par les services de renseignement, notamment la CIA, sous couvert d'un mouvement démocratique et populaire, et qui est vendu comme tel à l'opinion publique internationale via les médias de masse. Donc, appliqué à l'histoire, cette grille de lecture nous permet de comprendre que la Révolution française est la première révolution de couleur de l'histoire.
que la révolution bolchevique de 1917 est aussi une révolution de couleur, mai 68 est une révolution de couleur également contre le général de Gaulle, les printemps arabes de 2010-2011 sont des révolutions de couleur, et plus proche de nous, nous avons l'Euromaïdan de Kiev en 2014, qui est également une révolution de couleur menée par les services américains, notamment la CIA, contre le régime pro-russe de Kiev. Donc avec ces quatre éléments que je viens d'évoquer très rapidement, donc je les rappelle, l'infiltration plutôt que l'invasion, l'ingénierie sociale, l'opposition contrôlée et la révolution de couleur, vous avez la boîte à outils utilisée par les mondialistes pour mener les révolutions à travers le temps et l'histoire, l'espace et l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent toujours les mêmes techniques. Donc une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez les détecter extrêmement facilement et développer des contre-mesures. Et ça, malheureusement, c'est au bout de 200 ans, on constate que justement les principes que je viens d'évoquer eh bien, ne sont pas toujours compris et diffusés de manière systématique auprès des forces d'opposition ou même des contre-révolutionnaires, ce qui conduit souvent à leur échec. Donc, comme je le disais, eh bien, on ne peut pas vaincre un ennemi quand on ne le connaît pas et quand on ne comprend pas comment il fonctionne et quelles sont les techniques qu'il utilise de manière systématique. Donc ensuite, dans cette deuxième partie, après avoir présenté les techniques de nos adversaires et leurs méthodes, je voudrais évoquer rapidement celles qui peuvent être utilisées justement par la résistance au mondialisme et en l'occurrence les contre-révolutionnaires pour mettre le mondialisme en échec. Et donc je voudrais rappeler là encore, citer le grand stratège Sun Tzu qui disait dans l'art de la guerre est fondé sur la dissimulation. Proche semblait loin, loin paraissait proche, capable passait pour incapable, prêt au combat, ne le laissez pas voir. Et donc dans une guerre, c'est une constante quand on utilise la stratégie, il ne faut jamais faciliter la tâche de votre adversaire, notamment en lui disant qui vous êtes, quelles sont vos forces et quels sont vos buts de guerre. Et donc ce que je dirais aujourd'hui, puisque je m'adresse essentiellement à des contre-révolutionnaires, si vous voulez rétablir la monarchie, la plus grande erreur, du moins dans un premier temps, c'est de le dire et de vous présenter officiellement et publiquement comme un monarchiste. Dans ce cas précis, la bonne stratégie serait plutôt au contraire de travailler de façon discrète et efficace pour créer les conditions politiques et sociales, ou spirituelles d'ailleurs, comme ça a été très justement dit, qui permettraient le retour de la monarchie une fois que celle-ci serait réunie. Et je rappelle que c'est exactement la stratégie qui a été employée par la franc-maçonnerie avant de lancer la Révolution française, qui a pris le soin d'infiltrer la cour, l'armée, de saper les fondations, les fondements de la monarchie et de l'Église, notamment via la philosophie des Lumières, et qui a en dernier lieu utilisé la presse pour canaliser la colère du peuple contre les institutions et les personnes qu'elle souhaitait détruire. Donc ça, ce sont des principes stratégiques, et je précise qu'il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de ne pas abattre ses cartes et d'être intelligent de façon tactique et stratégique. Et donc, en conséquence, toute lutte contre le mondialisme et toute contre-révolution peut faire appel à ces principes qui sont en fait universels. C'est-à-dire, en l'occurrence, créer un mouvement avec un objectif clair, par exemple, libérer la France du mondialisme ou combattre la révolution mondialiste sous ses formes concrètes, infiltrer les structures de pouvoir sous toutes leurs formes, donc que ce soit les médias, l'administration, la justice, réaliser un travail de sape idéologique contre le mondialisme et contre tous les dogmes et superstitions antichrétiennes, canaliser la colère du peuple contre le mondialisme et son oligarchie, et enfin, et ça c'est très important, une préparation opérationnelle à la prise du pouvoir via la formation de personnes susceptibles d'exercer le pouvoir ou des responsabilités politiques. Et pour terminer sur ce point, je voudrais rappeler que dans le cadre d'une guerre de l'information qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, la maîtrise des moyens de communication, notamment les réseaux sociaux ou les médias, ou du moins les médias alternatifs, est essentielle. Et cette réalité est très bien comprise par l'adversaire, puisqu'on voit aujourd'hui l'enjeu de la censure de l'information, les attaques qui se font de plus en plus importantes contre les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les médias alternatifs. On voit que l'adversaire lui-même lance des contre-opérations pour essayer de discréditer la parole des résistants ou des antimondialistes, de semer la confusion et de reprendre le contrôle du récit médiatique.
Alors sur ce point, il y a notamment une opération que j'ai évoquée largement dans le volume 2 de mes essais, qui est l'opération Q, qui est justement faussement appelée QAnon par les médias de masse, et qui constitue un exemple très important de ce que j'ai appelé la guérilla informationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un contre-révolutionnaire ou un opposant mondialiste, dans un rapport de force asymétrique avec les médias de masse et le pouvoir, vous devez pratiquer la guérilla informationnelle, et à bien des égards, c'est ce que nous sommes en train de faire avec ce colloque. Et enfin, pour conclure cette seconde partie, je voudrais présenter le travail de quelqu'un qui n'est pas connu, mais qui s'appelle Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'est un sociologue américain qui est le maître à penser des activistes d'extrême gauche, pour lesquels il a rédigé dans les années 70 une véritable bible qui s'appelle Rules for Radicals, donc les règles pour les radicaux. Alors, je n'invente rien, je suis tombé de ma chaise en découvrant que ce livre était littéralement dédié à Lucifer, que Saul Alinsky présente comme le plus grand rebelle et le premier révolutionnaire. Alors, je précise qu'on peut s'appuyer sur les principes qu'il donne, parce que j'ai sélectionné notamment ceux qui n'offensent pas la morale naturelle. Mais ce sont des bons principes politiques, et d'ailleurs on voit que la gauche les a utilisés avec énormément d'efficacité et de succès. Alors que dit Alinsky ? Alinsky dit notamment, ce qui compte, ce n'est pas le pouvoir que vous avez réellement, mais celui que l'ennemi pense que vous détenez. Et donc ça renvoie à ce que je vous disais sur l'importance de la dissimulation et de la maîtrise de l'information. Il est très important que votre adversaire n'ait jamais une idée claire de vos objectifs, de vos projets et de vos moyens. Ensuite, un autre principe qui est excellent, c'est faire sortir l'ennemi de son champ d'expertise. Donc il s'agit toujours de déstabiliser l'adversaire en l'emmenant sur un terrain qui ne lui est pas familier. Et moi, ce que j'ai pu constater à travers mon travail et mes interventions, c'est que les mondialistes, comme la plupart de nos contemporains, ne sont pas du tout à l'aise sur le terrain religieux ou sur la théologie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils essayent toujours de ramener les choses sur le plan du politique. Justement, de ne pas les amener sur les questions spirituelles, parce que les questions spirituelles sont des sujets où ils sont extrêmement mal à l'aise et qui les forceraient en fait justement à abattre leur jeu et à révéler quel est réellement leur projet et quelles sont leurs influences spirituelles. Ensuite, autre point évoqué par Alinsky, c'est maintenir la pression. C'est-à-dire que quand vous avez lancé une offensive, il ne faut jamais laisser l'ennemi respirer. Et on le voit, et on l'a vu notamment dans l'histoire de la Vendée, qu'il y a trop d'offensives, et notamment des offensives contre-révolutionnaires qui échouent, parce qu'un avantage est gaspillé et que la pression redescend trop tôt. Toute personne, tout système ou toute institution a toujours un seuil de tolérance ou de rupture. Et si vous passez à l'offensive et qu'une bonne dynamique s'installe, il ne faut pas abandonner l'assaut tant que ce seuil n'est pas atteint. Et ça, c'est très très important. Et notamment le fait que l'ennemi, justement, va toujours essayer d'agir pour vous empêcher, justement, d'atteindre ce seuil critique. Autre excellent conseil, c'est qu'il faut toujours personnaliser les attaques. Une erreur, par exemple, c'est de porter les attaques sur des concepts abstraits. Alors c'est important conceptuellement, mais quand on passe dans l'action opérationnelle, il faut toujours concentrer. Par exemple, si vous êtes en conflit avec votre université, il ne faut pas attaquer l'université avec un U majuscule, il faut attaquer monsieur X ou madame Y qui sont responsables du problème. Et ça, c'est très important parce que la plupart des gens, et notamment ceux qui prennent des décisions, n'aiment pas du tout voir leur nom sur la place publique et d'être mis en lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double effet, c'est-à-dire que les gens qui agissent souvent dans l'ombre n'aiment pas être mis en lumière, et les gens qui sont au-dessus d'eux n'hésitent pas à sacrifier des subalternes s'ils pensent que ça peut leur valoir la paix. C'est-à-dire, en plus, nos adversaires sont des gens qui n'ont pas de loyauté et qui n'ont pas d'honneur. Donc si vous mettez en avant leurs subalternes, ils peuvent être tentés de les sacrifier, justement parce que c'est sacrifiable. Donc ça, c'est très important. Et enfin, dernier point, et qui est essentiel, c'est qu'il faut toujours avoir une alternative constructive. C'est-à-dire, il ne suffit pas de critiquer ou de combattre, il faut être capable de proposer un contre-modèle, et ça a été très bien dit, en fait, il faut justement le modèle chrétien dans tous les aspects de l'existence, c'est-à-dire notamment la doctrine sociale, la royauté sociale et politique, etc. Et les catholiques ont la chance d'avoir ce programme complet. Mais justement, tout est fait aujourd'hui pour que ce programme soit appliqué uniquement sur le plan spirituel et pas du tout dans sa totalité, où là, il conteste réellement le projet mondialiste dans sa globalité. Donc c'est justement l'importance d'avoir défini tout ce projet en amont et d'avoir un plan d'action concret pour le mettre en application
dès que le pouvoir changera de main. Et donc c'est notamment dans cet esprit que j'ai rédigé mon livre « La France retrouvée ». Donc pour conclure, je pense que cette brève intervention vous aura permis de mieux comprendre ce que Sun Tzu veut dire quand il nous invite à connaître notre ennemi autant que nous-mêmes. En ce qui concerne le mondialisme et la révolution qu'il porte, il est essentiel de comprendre les techniques qu'il utilise ainsi que les multiples dimensions culturelles, politiques et même spirituelles de son projet. En ce qui concerne la résistance à ce projet, il est urgent qu'elle se forme, qu'elle se professionnalise et qu'elle porte un projet clair qu'elle se donnera ensuite les moyens de mettre en pratique. Pour paraphraser Mao, la révolution n'est pas un dîner de gala et nous ne devons pas utiliser, dans la mesure où il ne viole pas les principes chrétiens, à retourner contre eux les armes de nos adversaires, à savoir l'infiltration, l'ingénierie sociale et la guerre de l'information. Dans tous les cas, malgré la dégradation rapide de la situation, nous devons garder à l'esprit le fait que notre travail s'inscrit sur le temps long et que nous devons toujours résister à la tentation de vouloir aller trop vite. En politique, comme pour le reste, il faut toujours être attentif à ce que les Grecs appelaient le kairos, c'est-à-dire le moment opportun. Et surtout, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, il faut bien comprendre que ce combat est un combat avant tout spirituel. Je n'ai pas insisté sur cet aspect dans cette conférence parce que ça a été fait avant, mais j'explique toujours qu'il ne faut pas se tromper. Le politique n'est que la conséquence du spirituel et du métapolitique. Et il faut en effet faire la contre-révolution en nous, devenir de vrais chrétiens pour ensuite pouvoir combattre efficacement le mondialisme. Donc dans cet effort, il y a deux, je dirais, citations aux principes qui peuvent nous guider. C'est ce que disait Sainte Jeanne d'Arc quand elle disait « Les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire ». Et surtout, nous pouvons nous appuyer sur le Christ qui nous disait « Vous aurez des tribulations en ce monde, mais gardez courage, car moi, j'ai vaincu le monde ». Je vous remercie.させていただきます。信頼なる友人の皆さん、今日、皆さんと一緒に、いられて、本当に、喜んでおります。そして、日本で開催するこの会議に参加できることは私にとって大きな喜びです。光栄です。主催者の皆様、そして招待してくれたポール・ドラギビエ夫人にも感謝申し上げます。いろいろな意味で天主の御摂理が働いてて、今日、皆さんと一緒にできたと思います。今日の、テーマなんですけれども、グローバリズムというに対してどう戦うのか。グローバリズムはこれから世界革命と、します。なぜなら、やはり現代我々が生きている世界の中に世界革命というものがあって、そしてその世界革命はフランス革命に始まって、そして現代に至って全てそのフランス革命の延長線上にある世界革命があるから、まさに世界革命に対して実践的に具体的にどうすれば戦えるのかをちょっと紹介したいと思います。そしてこの世界政府あるいは世界革命というイデオロギーあるいはという目的はあるいはという計画はもう非常に昔からありました。一例だけを挙げますが、1793年の文書、書籍の中にアナルカシス・クルーズという革命家が人類の普遍的共和制というものを書きました。彼の本名はジャン・バティスト・クルーツ男爵でしたが、その中にもう世界政府を構築しようというような計画を書いています。その人間中心主義をこの書籍はクルーツの書物の中に人間中心主義が絶賛されていて、そしてそのこのような革命的普遍主義のもとに
すべての伝統的、伝統、民族、文化、宗教などを破壊して、それ全世界を革命のもとに統一しようという恐ろしいものが描かれています。それは1793年の時でした。さて、まず、今日、もう今までいろんな、基本的な講演を聞いたと思いますけれども、私のテーマはその世界革命と具体的にどう戦うべきかということです。つまり、前提として、皆様はこういった、世界革命が存在することを、理解していただく、しておられるという前提に立ちます。はいで、つまり、みんな、ここにいらっしゃる方々は、その世界革命に対して、世界革命が存在して、それに対して戦うべきということを前提知識があるというふうにします。今日のテーマの目的は、繰り返しになりますけれども、やはりその世界革命、グローバリストの、そういった陰謀が現実にあるということと、そして、その自由主義的な国家はどれほど、革命的な国家はどれほど人々に弊害を与えるかも、理解してくれている上に話しています。皆はご存知だと思いますけれども、中国の偉大な、戦争上の戦略家が、孫子ですけれども、その彼の兵法の中に、こう書いています。次のようにあります。彼を知り、己を知れば百戦して危うくからず。つまり、敵を知って自分を知った上で、それをちゃんと、その自分について、そして敵について、客観的な現実を知るのならば、戦争に、勝利できるでしょうという意味です。さて、まず第一部に入ります。そのため、世界革命の計画を、ちょっと理解する必要があります。なぜなら、それを理解した上で、効果的に抵抗できるからということです。つまり、そのためにいくつかの基本的な理念をちょっと紹介したいと思います。まず、最初の理念は、いわゆるその、境界のない戦争、境目のない戦争というものです。つまり、孫子の中にも出てくる理念なんですけれども、いわゆる戦争はある特定の場所、陸、海などのそういったような戦争ではなくて、全面的な戦争があります。それは繰り返しますが、境界、つまり境目のない戦争という理念です、観念です。そういくつかの要素がその観念の中にあります。あらゆる場所で全面戦争となります。つまり、具体的な、いわゆるその大陸、海、空だけではなくて、宇宙も、あるいは現代ならサイバー、スペース、インターネット上なども戦場となっているということです。それから第二の要素は、この境界のない戦争というものは大体の場合非軍事的な手段を使って展開されています。つまり軍隊とかなどではなくて、それも部分的に使うかもしれないけれども、基本的にこの境界のない戦争は非軍事的な手段によってなされています。それから3つ目の要素は、いろんな分野で公に戦争します。例えば経済、文化、人口についての削減とか、技術、心理、法律の分野でも、健康、あるいは医療、そして情報など、そういったような多面的な分野でこの戦争は展開されているという要素もあります。そして第4の要素は、
この戦争、この現代は私たちが経験しているこの新しい戦争、境目のない戦争は民間人と戦闘員の区別を消したわけです。民間人と戦闘員の区別をしない戦争です。ですから、それは注意していただきたいものなんですけれども、伝統的な戦争に比べて、現代の世界革命という戦争は皆さんが関連してます。なぜなら、もう戦闘員と民間人の区別がないから、みんな巻き込まれているわけです。さて、ちょっと、また、世界革命の手段をもうちょっと説明しましょう。そういくつか、その世界革命、はいくつかの原理あるいは原則をします。第一の原理があります。第一の原理、第一の理念は、無効的などを侵略することではなくて、浸透することです。つまり、軍事的な、あるいはその、正面から攻撃することなくて、侵略することなくて、裏側から、革命思想を、あるいは何かの革命的な目的のために、少しずつそれを浸透させるという手段を世界革命が使っています。一つの時代を挙げると、それも面白いことに研究業績があって確認されているところなんですけれども、その、欧州で、いわゆるその欧州人権裁判所という組織があります。で、ジョージ・ソロス、有名なジョージ・ソロスは、この欧州人権裁判所を、にのっとってきた、ということを証明する、研究があります。具体的に言うとどうやってきたかなんですけれども、ソロスは、いろんな、欧州の国々で、非政府組織を、立てて、作って、そしてその、非政府組織という団体を、媒体して、を通じて、欧州人権裁判所に、裁判官を送るという政策です。で、だんだん、いわゆるその、正面から同じソロスがやっている団体であるとはあまり表にしないまま、いろんな国々からの裁判官が結局みんなソロスの意図に従ってその欧州人権裁判所の判決を操作する、変える、あるいはその都合の良い方に推査するという事例です。それから第2の原則が世界革命側ではあります。これは社会工学というものです。つまりソーシャルエンジニアリングとも言うんですけれど、社会工学、これは要約しますけれども、簡単に言うと、人々が知らないままに、人々の行動や考え方や態度を少しずつ変えようとする、社会工学というものです。この社会工学の基本的な手段は、ベイビーステップというんですけど、つまり段階的に少しずつ気づかないうちに、ちょっとある目的を達成するために、その目的に向けて、人々の考え方、行動をいろいろ変えていくというようなことです。一例だけを挙げると、コロナが流行った時に、そのある種の恐怖あるいは不安を仰いで、ご存知のように日本では義務化されてはいなかったんですけれども、フランスをはじめの多くの欧州の国々でとアメリカではいわゆるそのワクチンを打たなければいろんな施設に入れない、いろんな場所を通えない、つまりどこかに行くために自分のそのワクチンパス、グリーンパスを示す、提供する
という行為、という行動を、意外とあっさりと人々に植え付けさせた、わけです。そして、第3の、原理、あるいは、その世界革命の、原理はいわゆるそのこれも、理念として、ちょっと申し上げますと、統制された反対運動、あるいは別の言い方、いわゆるその抵抗運動の問題です。つまり抵抗運動をコントロールする手段です。そう革命家を世界革命の人々はもう戦後から昔から結構この手段を使ってて、つまりその自分の権力を維持するために、いろんな、誘導される、反対勢力をコントロールしようとしています。で、時々、選挙に出てきた新しい政党とか、いろんなその、保守、例えば保守的に見えている社会運動、あるいは政治的運動、もしかしたら、革命側にコントロールされることが少なくないわけです。これは、世界革命の人々はその反対運動をコントロールするという手段です。それによって逆に自分の権力を強く、世界革命は自分の権力を強くさせます。これを分析したのは、有名で言うと、アンソニー・サットンの、書物もありましたら、エリカ・ブランカもあります。いろいろ研究されてきました。で、最後の第4の理念、あるいは手段、世界革命が使っている手段とは、いわゆるカラー革命です。このカラー革命という言葉は最初、アメリカの諜報機関である CIA が、いわゆるその、作った言葉なんですけれども、ある国で、人民など民主主義的な運動を引き起こして、それを誘導して、都合の良いクーデターを作るという戦略です。例えば、事例なんですけれども、この意味で、フランス革命は最初のカラー革命だと言いましょう。1917年のボルシェビク革命もそうでした。そして、ドゥ・ガールを倒すためのフランスにおける1968年の5月革命もそうでした。で、最近で言うと、アラブのいろんな国でのクーデター、あるいは最近、2014年、ウクライナで、キエフのユーロマイダンという、政治、運動から生まれた新体制もそうだと言えます。さて、この一部を結論を、その第一部をは終わって結論したいと思います。まず、要約します。世界革命が使う手段は4つあります。侵略より浸透、そして社会科学、それから反対勢力をコントロールする、それからカラー革命といったような手段を使っています。さて、第2部に移ります。その第2部の中に、具体的に、世界革命に対して勝つためにどうすればよいか、ちょっと、考察したいと思います。まだ孫子の原則をちょっと、取り上げたいと思います。敵を欺くことをもって、それは戦争の根本方針とするというような、一般的な概念です。つまり、もちろん、絶対に嘘をついてはいけないのですけれども、はっきりと、特定できた敵が現れたときに、その敵に自分の実際の力などすべてを何の何も
すべてを、明かすことは、馬鹿げた、行動です。もちろん嘘をついてはいけないんですけれども、わざと自分のすべての勢力の程度、何ができるかできないかをわざと敵の前に提示あるいは見せることは良くないことだと思います。その意味で、私は、本日のシンポジウムでは、反革命家を征服を目指す人々が多いと思いますけれども、征服を可能にする条件の一つとして、慎重にその運動を進めて、効果的に働いて、そして、わざと、例えば、全ての自分のやっていることを共和制に見せる必要はないと思われます。で、事例を取り上げると、いわゆるその革命以前の革命を準備したフリーメイソンたちはまさにこういったような戦略、あるいは戦術を行いました。つまり、宮廷や軍人やなどにフリーメイソン会員が潜入して、そして啓蒙思想を通じて王政と教会の基盤を弱めることに全力を尽くしました。そしてその最終的にこの今日の発表にもあったように、いわゆるその自由主義の破綻でいろんな人々が起こったんですけども、その起こりを変えて、フリーメイソン会員など革命家たちがそれを仰いで焼き立てました。このような今の述べてきた手段あるいは原理原則などは普遍的だと思われます。つまり自然法的なところで単純にその戦うとき常識だろうということです。つまり、この普遍的ないくつかの、原則をちょっと述べていきたいと思います。まずフランスを例えばフランスあるいは日本ですね、世界革命から、あるいは世界革命の影響から解放するために、まずその我々が戦っているその戦争の中にどういった目的があるのかを明確にしなければなりません。それからなるべくあちこちの権力構造の中に我々の理念と原理原則などを浸透させることも必要でしょう。それから第3、敵、つまり世界革命あるいは革命主義者たちのイデオロギーを常に攻撃し続けて、それを弱めることを目指すことも大事でしょう。で、第4、その世界革命、グローバリズムと、いわゆるその金融機関の人とか、いわゆるそのカート政治に絡んでいる人々に対してのせいで、いろんな国民が、あるいは自民が弊害を受けていると思いますけれども、そういったような事実に光を当てて、人民の正当な光を奨励することも妥当でしょう。で、もう一つ、もちろん、抵抗勢力の責任のある人々が、常に勉強して、訓練して、賢明の徳を生かして、その作戦の準備をしなければならないと思います。そして最後に情報戦という手段も使わなければならないと思います。そしてその第2部の結論に移りたいと思います。そのためにあまり知られてない人なんですけれども、彼はアリンスキーというんですが、彼は書物を書いてて、そのアリンスキーというものがアメリカの社会学者なんです。彼は面白いことにいわゆるその左翼です。左翼の運動家です。
彼はアメリカでは結構、影響力を持った、思想家、ですが、フランスでは全然知れてないわけです。彼の一つの書物の中に、急進者のための規則、Rules for Radicals と題される、いわゆるその左翼運動家なら必ず読むべきというような本があります。で、面白い、というか、私はそれを読んだ時に非常にびっくりしましたのは、この本は文字通りにルシファー、つまり悪魔に封建されているということなんですけれども、それは書いてありますけれども、でもそれでも、私たちが自然法的、その本の中に自然法的な原則も見出せれるから、その自然法的な道徳上問題のない手段あるいはその理念である場合、革命が使っているから私たちは使ってはいけないということがないということです。さて、アリンスキーが言っているのは何でしょう。まず、戦う時に一番大事なのは自分の実力というよりも敵が思っている敵がいわゆるそのあなたが持っている力の方が重要だとします。つまり、それは情報戦、あるいはその、わざと自分の実力を、明かさなくても良いというような原則、と関連しています。それから、そして、その戦争する時、その世界革命に対する戦いをするときに、世界革命に対する、そのに対してその戦略など戦術を使うと思いますけれども、こういったような戦略、戦術をわざと形に示さなくてもいいということです。もう一つはその戦う時に形を得意している分野から別の場所に連れていて自分が強い分野で戦うということです。具体的に言うと私が数年ぐらい世界革命つまりグローバリズムですねを研究してきた中に大体、世界革命の人々は弱いのはやっぱり宗教に関する、ことです。特にもちろん、教養のある、キリスト教徒はこの点でかなり有利な立場になると思われます。そう神学とか、宗教とかの分野だったら、世界革命は弱いということです。そしてもう一つの理念原則は、攻撃し始めたら、あるいは何かの、攻撃し始めたら、すぐやまないということです。つまり、プレッシャー、圧力をかけ続けることです。なぜかというと、もう、攻撃する、攻撃がある場合、やはり、敵に、休憩、暇を与えてはならないということです。そうしないと、すべての努力は無駄になって、本当に残念です。それから、具体的な事例では、いわゆるその何かどっかでその世界革命と絡んで問題があるとき、そのもしも抵抗するのなら、抽象的ではなくて、具体的に、その責任者を狙うということです。つまり、土曜日から私たちは、習ってきた反革命の、原理原則は非常に必要不可欠だと思われますが、いわゆるその実践するとき、やはりその人々が戦うわけですから、向こうの責任者を見つけて狙うということです。例えば具体的なもしも、同志の方々もそういうようなことがあるかもしれませんけど、つまりある大学の中に、ある、反革命の人、あるいはその対抗勢力の人が、大学の誰かによって攻撃されるとしましょう。例えば、首にしようとかというようなことがあるとき、それに対して抵抗するために、やっぱり、一般的にその大学に抵抗するのではなくて、
やはり自分を迫害する方、あるいは人を特定して、抵抗すべきだということで、なぜなら、大体特に現代の、グローバリズムの、世界革命の人々は、あまりその自分の名前は、公にされるとすぐ分かりますから結構孤立的です。そしてもちろんそれは非常に重要なんですけれども、抵抗だけではなくて建設的な計画は建設革命の代わりに建設的な対案を示すです。そして結論にします。つまり、述べてきたように、世界革命の企画は、あらゆる分野で展開されて、全面的戦争になって、文化的、政治的、精神的、心理的、いろんな、側面を理解することが必要でしょう。そして、それに抵抗する勢力なら、やはりこれをした上で訓練して、プロ化、組織化して、いわゆるその頭よく、何を目的にするか、急務、大事でしょう。で、モタクトが革命は豪華な披露宴ではないと言ったのは、かなり正しかった言及だと思います。つまり、いくつかの敵が使っている正当な方法を使ってもいいかもしれません。つまり、情報戦、社会工学など、あるいは潜入などです。そして、今、数年前から世界の現状は急速に悪くなっていると思いますけれども、それはあまり気にしないで、長期的にやっぱり働かなければならないということです。そしてもう一つ加えたいのは、やはり霊的な場で処理する必要があります。キリスト教的でいうと、まずその信仰を取り戻した上で、本物の抵抗が可能だということです。で、もう一つ覚えていただきたいのは、古代ギリシャ人が哲学者たちが使う表現の中に、カイロスというものがありますけれども、それは後期という意味なんですけれども、やっぱりそのいつ後期、つまり動き出すための良いタイミングを考えなければならないでしょう。そして最後に2つの引用で終わりたいと思いますけれども、一つは、昔のジャンヌ・ダークが言ってたように、武士たちは戦います。それから天主様は勝利を与えてくださいます。そしてもう一つ、そのイエス・キリストの御言葉なんですけれども、あなたたちはこの世で苦しむだろう。だが勇気を出せ。私はこの世に勝ったのです。ご清聴ありがとうございます。4つの原則のうちですね、はい、第3原則、はい、社会エンジニアリング、工学抜けたんですね。社会工学もありますね。はい。言ったつもりですけど、はい、ソーシャルエンジニアリングも社会工学もあります。そう、事例を、はい、省略しました。Donc on va finir. Merci pour cette belle présentation. Et pour finir, je m'aurais demandé à l'abbé Onoda de nous donner le discours de clôture de ces 2 journées intenses. Je remercie tout le monde de votre longue participation. Je pense très fatigant. そして最後に、閉会の言葉を野田神父様に、お頼みしたいと思っております。2日間の間、非常に長い、時間にわたって、付き合ってくださって、お疲れ様でした。ためになるものだと幸いです。